Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. C'est la vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la période qui s'étend de 1760 à 1791. Période qui dure environ une trentaine d'années et qui va véritablement mettre les bases de du Canada qu'on connaît aujourd'hui. Des bases géographiques, mais aussi politiques, avec une population qui va s'avérer devenir de plus en plus anglophone. Donc nous sommes dans la période qui résume le chapitre 3 du cours d'histoire Québec-Canada 3e secondaire. Je suis en train ici de dessiner la carte d'Amérique du Nord, plus précisément la carte autour du Québec où va se dérouler la majorité des événements durant cette période de 30 ans. Donc tout d'abord, les 13 colonies ont gagné cette guerre de conquête. L'objectif était d'aller chercher le territoire de la Nouvelle-France, détruire la colonie française de la Nouvelle-France, ou du moins se l'approprier pour grossir un territoire de ressources, principalement de fourrure, pour s'enrichir. Il faut aussi se souvenir que les 13 colonies sont beaucoup plus populeuses que l'était la Nouvelle-France. Oui, la Nouvelle-France était plus grande géographiquement parlant, mais les 13 colonies, eux, étaient à l'étroit, étant donné les dizaines de milliers de personnes qui y habitaient. Donc, la volonté de grossir le territoire durant cette guerre de conquête va fonctionner. La Nouvelle-France va se transformer, elle n'existera plus, elle se transforme en ce qu'on appelle dorénavant la province de Québec ou, comme les Anglais l'appellent, Province of Quebec, que j'ai dessiné ici sur la carte, qui va se résumer à un plus petit territoire autour du fleuve Saint-Laurent. Les Français ne vont pas quitter, les Canadiens français de la Nouvelle-France ne vont pas tous quitter vers la France après la conquête. La grosse majorité des Canadiens vont rester dans leur maison. L'armée britannique leur permet de le faire. Et ils vont composer la population de cette nouvelle colonie anglaise qui est la Province of Quebec. Donc ça parle français, pratique la religion catholique. Ils ont une culture très différente des Anglais, mais ils peuvent et ils vont rester pour la plupart sur le territoire. Il y en a environ 4000 qui vont quitter vers la France une fois que le territoire appartient aux Anglais. Mais ça va être principalement les seigneurs, les marchands qui n'ont plus le droit de pratiquer le commerce, étant donné que dorénavant, pour pratiquer le commerce ou avoir des entreprises, il faut être britannique, il faut être anglais. Si tu es canadien-français, tu ne peux pas pratiquer le commerce. Donc, tu ne peux seulement que travailler pour des Anglais. Donc, les propriétaires, les bourgeois vont quitter vers la France, vont abandonner le territoire parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer leur métier. Donc, mais le gros de la population demeure quand même sur place. Après la conquête, les Autochtones aussi sont encore sur place. Bien qu'ils aient été alliés des Français durant la guerre de conquête, une fois que la guerre se termine et que les Anglais des 13 colonies gagnent, eh bien, le territoire leur appartient encore. C'est le territoire dit indien qu'on voit ici sur la carte, que le roi d'Angleterre va leur donner à la surprise des 13 colonies. Les 13 colonies se sont battues pour avoir ce territoire-là, qui était le territoire de l'ancienne Nouvelle-France. Puis finalement, on modifie le nom, on l'appelle territoire indien, on le donne aux Autochtones en espérant que les Autochtones vont être dorénavant alliés des Anglais. Donc c'est l'objectif du roi d'Angleterre. Et les 13 colonies qui avaient fait la guerre pour gagner ce grand territoire que j'avais dessiné ici sur la carte, que j'ai dessiné en vert, bien il va être donné aux Autochtones. Les 13 colonies, donc après la conquête, n'ont pas réussi à obtenir un plus gros territoire. Ils gardent sensiblement la même chose qu'avant la guerre. Donc le but de cette guerre-là, ben, ils l'ont gagné, mais ils n'ont pas obtenu l'objectif, un plus gros territoire. Ils gardent le même territoire qu'ils avaient auparavant. Donc territoire indien, donc qui va être presque l'entièreté de l'ancienne Nouvelle-France, mis à part le territoire de la Province of Quebec autour de la vallée du Saint-Laurent. On le voit ici à l'écran en bleu. Et au nord, ce que je suis en train de dessiner, c'est la région de la baie d'Hudson qui appartient depuis les années 1600 à une compagnie anglaise qui s'appelle la compagnie de la baie d'Hudson. Donc le chapitre commence en 1760, après que ce territoire, que toute l'Amérique du Nord ou presque, appartienne dorénavant à l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle une période du régime militaire. Donc le régime militaire, c'est l'armée qui va contrôler la Province of Quebec, contrôler les Canadiens français qui décident de rester sur le territoire, faire appliquer les lois. C'est l'armée qui va donc s'occuper des lois criminelles. Quand il y a des crimes, c'est les généraux, les officiers, les militaires anglais qui s'en occupent.
et qui vont comme ça, pendant 3 ans, contrôler la population. 3 ans parce que le régime militaire dure de 1760 à 1763. On attend en Amérique, on attend qu'en Europe, la guerre se termine entre la France et l'Angleterre. La guerre va continuer 3 ans encore en Europe, alors qu'elle est déjà terminée en 1760 en Amérique. Donc 3 ans d'attente que la guerre se termine. Finalement, la guerre se termine, la guerre mondiale, même qu'on pourrait appeler, entre la France et l'Angleterre, se termine en 1763. C'est la victoire des Britanniques. Et donc, la guerre de 7 ans est perdue par la France. La France doit dorénavant et officiellement céder avec le traité de Paris qui met fin à la guerre, céder la Nouvelle-France qui n'existera plus, qui deviendra Province of Quebec, propriété britannique. C'est leur victoire, c'est ce qu'ils ont réussi à gagner avec cette guerre de 7 ans. Donc, en 1763, le roi a le temps de faire la première constitution, la constitution qui est la proclamation royale. Ben, c'est dans cette première constitution, j'ai dessiné ici avec la main sur la Bible, il oblige les Canadiens français, s'ils veulent participer au pouvoir, de jurer fidélité au roi d'Angleterre, bien sûr, mais aussi de jurer sur la Bible que le pape n'est pas le représentant de Dieu. Bref, de montrer qu'ils ne sont pas des catholiques. Aucun Canadien va faire ce serment du test, donc c'est une façon pour le roi d'Angleterre de chasser du pouvoir tous les francophones catholiques. 1760 à 1763, mis à part la première constitution qui est très dure, très méchante, très difficile pour les Canadiens français, on leur retire le droit de pratiquer la religion catholique, on leur retire le droit d'avoir des pouvoirs, on a même une volonté de leur interdire la langue française, ou du moins de les assimiler. Donc c'est une période difficile. C'est l'Église que je suis en train de dessiner, là. C'est l'Église catholique qui va essayer de convaincre la population de ne pas se révolter. Parlant de révolte, dont j'ai dessiné en 1766, se met à la fin de la révolte de Pontiac qui dure de 63 à 66. Pontiac, qui est chef autochtone des Grands Lacs, veut chasser les Britanniques du territoire. Il veut chasser les Britanniques du territoire parce que les Britanniques, avec la proclamation royale, ce document, cette première constitution, ce sont des lois, des constitutions, les lois du territoire et une définition géographique du territoire. Mais dans cette constitution, pour la première fois, le roi d'Angleterre donne des droits aux Autochtones, ça c'est important, des droits aux Autochtones, mais aussi va donner le territoire qu'on a vu tantôt en vert, le territoire indien, pour ces peuples autochtones. Mais le problème, c'est que les Britanniques et l'armée britannique ne respectent pas le territoire qu'on a donné aux Autochtones, ils ne respectent pas non plus les droits qu'on a donnés aux Autochtones. En plus, dans les échanges de commerce de fourrure, ils se font plutôt avoir, étant donné qu'il n'y a plus de marchands français, seulement des marchands anglais, ben les marchands anglais profitent du monopole qu'ils ont pour booster les prix, pour augmenter les prix des échanges entre fourrure et objets métalliques. Donc, Pontiac se révolte, demande aux Canadiens et Français de se révolter aussi pour chasser les Britanniques du territoire en espérant un retour de la Nouvelle-France, un retour d'une colonie française. Mais les Canadiens refusent parce que l'Église catholique propose de ne pas participer à ces rébellions. Étant donné qu'on espère en ne pas participer en rébellion, que le roi va finalement se rendre compte que les Canadiens sont obéissants, ils sont respectueux de leur nouveau roi, ils ont juré fidélité avec la proclamation royale, ils ont juré fidélité au roi d'Angleterre. Dorénavant, ce n'est plus le roi de France, mais le roi d'Angleterre qu'ils vont servir. Et c'est une preuve en ne pas participer à la révolte de Pontiac que effectivement les Canadiens ont une bonne parole et l'Église prouve qu'elle contrôle bien cette population canadienne-française. En résultat, les Canadiens ne participeront pas à la révolte de Pontiac, ce qui vont leur donner des points du point de vue du roi, là, qui apprécie beaucoup ce genre de comportement très fidèle, loyal à la couronne britannique. Je dessine ici à l'écran James Murray, gouverneur britannique, qui va s'occuper de la province de Québec durant un certain temps, et qui lui aussi avait une vision harmonieuse avec les Canadiens français. Donc James Murray avait une politique dite de compromis, c'est-à-dire qu'il avait la volonté de laisser les Canadiens pratiquer la religion catholique et de se faire apprécier, aimer, pour ça les petits cœurs, là, aimer des Canadiens qui finalement voudraient accepter la présence anglaise, montrer qu'il y a quelque chose de bénéfique avec tout ça, un respect mutuel et donc une volonté pour les Britanniques de faire respecter la langue, la religion et la culture des Canadiens français qui dorénavant sont des sujets britanniques. Il va s'opposer à James Murray cette idée de compromis, de faire accepter par les Canadiens. Les Montrealers, que je suis en train de dessiner ici à l'écran, ces bourgeois très riches qui arrivent dans la colonie de la Province of Quebec, qui ce sont des habitants américains des 13 colonies, qui vont profiter du départ des marchands français pour prendre leur place.
donc devenir les principaux marchands, faire le commerce de fourrure avec les Autochtones. C'est eux qui vont posséder boutiques et magasins. Ils ont de l'argent, ils ont de l'influence. Ce sont les Montrealers, la première vague d'immigration anglaise dans la colonie de la province de Québec. Montrealers parce qu'ils vont s'établir principalement à Montréal pour faire le commerce. Et donc, très riches, ils vont fonder des journaux, notamment pour faire certaines demandes au gouvernement britannique. Ils sont très peu, ils représentent 1% de la population anglaise sur le territoire. 99% sont des Canadiens français. Et ils vont, malgré le fait qu'il n'y ait pas de chambre d'assemblée, ils vont en demander une. Chambre d'assemblée d'ailleurs, c'est une de leurs demandes dans les journaux qu'ils créent. Gazette de Montréal, premier journal, et plus tard le Québec Mercury. Donc dans la Gazette, on écrit qu'on n'a pas de chambre d'assemblée. On demande une chambre d'assemblée au gouvernement britannique. On veut que James Murray quitte le pouvoir parce que les Montrealers jugent qu'il est trop mou envers les Canadiens français. Et ils vont créer comme ça 2 partis politiques, même s'il n'y a pas de chambre d'assemblée. Les Montrealers vont créer le British Party pour être plus dur, sévère envers les Canadiens. Et James Murray, lui, va créer le French Party. Il va faire partie du French Party pour protéger les intérêts français afin qu'ils ne se rebellent pas. Parce que 99% de la population qui se rebellerait, ce serait catastrophique. Donc James Murray essaie de se faire apprécier des Canadiens pour ne pas qu'il y ait de rébellion. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, dans les 13 colonies de l'époque, le roi d'Angleterre décide d'augmenter les taxes que je dessine ici, là, sur le thé, les timbres et le sucre. Donc, des taxes qui vont servir à rembourser la guerre de conquête. Donc les colonies surpris voient augmenter leurs produits avec ces taxes-là, le thé qu'ils consomment beaucoup à l'époque. Il y a une frustration des 13 colonies. Là. Oui, on taxe le thé, les timbres, mais en même temps, le territoire n'a même pas augmenté après la conquête. Donc on n'a pas augmenté le territoire, on est perdant presque à tout point de vue, et en plus, on doit payer des taxes sur le thé pour rembourser la guerre qui a coûté très cher en Angleterre et reconstruire les villes détruites dans la province de Québec durant cette guerre de conquête. Donc, frustrés, les 13 colonies vont se rebeller, commencer à faire des manifestations contre le roi. Et en 1773, il y a le fameux Boston Tea Party pour montrer la frustration de l'augmentation des taxes dans les 13 colonies sur le thé. Eh bien, les habitants de Boston se déguisent en autochtones et lancent les caisses de thé à la mer dans le port de Boston pour montrer leur mécontentement. Et en 1774, pour récompenser les Canadiens de ne pas se révolter comme les 13 colonies, ne pas montrer une frustration comme ils ont fait avec le Boston Tea Party, pour remercier les Canadiens de ne pas s'être rebellés avec Pontiac, eh bien, le roi d'Angleterre va faire une nouvelle constitution, une deuxième constitution, l'acte de Québec, qui va être très bénéfique, favorable envers les Canadiens, qui vont être grands gagnants. Le roi va grossir, plus que doubler le territoire des Canadiens français. Le territoire qui était autrefois donné aux Autochtones va être redonné aux Canadiens. Donc, ils regagnent presque l'entièreté de l'ancienne Nouvelle-France, contrairement aux 13 colonies qui ne gagnent, eux, absolument rien au niveau territorial. Ils vont aussi, dans cette nouvelle constitution, redonner le droit aux Canadiens de pratiquer la religion catholique. l'Église regagne son pouvoir, son influence politique, et ils vont être en charge de soigner dans les hôpitaux et d'éduquer dans les écoles la population. Donc, l'Église a prouvé qu'elle était capable de contrôler la population afin d'éviter des révoltes. Et le gouvernement britannique le récompense, les Canadiens, avec cette nouvelle constitution Lac de Québec. Frustration encore plus grande donc des 13 colonies qui voient non seulement leur territoire qui est donné aux Canadiens au lieu d'à eux qui ont gagné la guerre, mais en plus une augmentation des taxes. Donc ils envoient, je l'ai dessiné ici, à 3 reprises, 3 lettres, pour inviter les Canadiens à se joindre à eux pour se révolter contre le roi britannique. Les Canadiens ont tout à perdre, rien à gagner, refusent. Donc à partir de 1775, c'est le début de la Révolution américaine. Et parce que les Canadiens ne veulent pas se joindre à la rébellion, ils sont donc ennemis des États-Unis. Et il y aura une invasion du Canada dès le début de la guerre en 1775. J'ai dessiné des glaçons parce que oui, les Américains vont contrôler Montréal pendant 1 an. Montréal va devenir américaine. Mais ils vont aussi essayer durant l'hiver d'attaquer Québec. Très froid et manque de ressources. Ils ne réussiront pas à prendre la ville de Québec qui est fortifiée avec, souvenez-vous, les palissades tout autour de la ville. Donc, c'est un échec pour l'invasion de Québec. Ils reviennent dans les 13 colonies. Malgré tout, en 1783, ils vont remporter cette guerre, cette révolution américaine. Ils deviennent donc les États-Unis d'Amérique. Ce ne sont plus les 13 colonies. C'est un pays démocratique. Et il y aura le traité de Paris pour officialiser le fait que le territoire des 13 colonies va s'appeler dorénavant États-Unis. Il y aura une démocratie. C'est plus le roi qui contrôle, c'est le peuple. Et il y aura un départ des loyalistes. J'ai dessiné des cœurs où les loyalistes vont s'installer. Loyaliste, loyal à qui? Au roi d'Angleterre. Donc les loyalistes vont s'installer
au Canada, vont déménager, vont quitter les nouveaux États-Unis qui ont fait la Révolution, et ils vont déménager comme ça vers le nord, dans la province of Québec, qui, elle, a refusé de se joindre, comme je l'ai mentionné, à la Révolution. Ils sont restés avec l'Empire britannique, et les loyalistes, loyaux à l'Empire britannique, américains, vont déménager et habiter sur ce territoire qui va devenir le Canada. À cette époque, les loyalistes qui arrivent, principalement dans les cantons de l'Est, les maritimes, et ce qui deviendra le Haut-Canada en haut des Grands Lacs, où j'ai dessiné l'homme et la femme loyalistes, ben, ils vont diviser les terres, comme je le dessine, en cantons. Donc en forme de carré, plutôt qu'en forme rectangulaire comme les seigneuries. Les cantons sont en carré, et dans un canton, le propriétaire, le paysan, possède la terre. Donc, ils n'ont pas de système seigneurial. Hein. Tu es paysan, tu as une terre à toi. Et à cette période, on fait principalement pousser, comme je le dessine, du blé. L'industrie du blé prend de plus en plus d'importance pour faire du pain, source principale de nourriture. Et donc, tous ces nouveaux territoires que les loyalistes vont aller explorer, exploiter, les nouvelles fermes qui vont être créées, seront des fermes principalement pour, oui, des animaux, hein, du bétail, mais aussi des fermes pour y faire pousser du blé dans les fameux cantons. C'est pourquoi, d'ailleurs, on appelle ça les cantons de l'Est au Québec. Hein? C'est la région près de la frontière américaine, près du cœur sur l'image de la côté de l'église. Mais c'est là les cantons de l'Est. Les loyalistes vont s'établir là, faire des cantons, les nouvelles terres carrées anglaises, pour s'installer dans la colonie. Au nord, je dessine un castor parce que déjà la compagnie de la baie d'Hudson, la Hudson Bay Company, HBC, est présente depuis les années 1600, je l'avais mentionné plus tôt dans la vidéo, dans ce qu'on appelle la terre de Rupert, donc qui est contrôlée par cette compagnie de fourrure anglaise. Mais à l'arrivée des loyalistes, les loyalistes utilisent leur argent pour construire une nouvelle compagnie de fourrure, la NWC, la Northwest Company, ou la compagnie du Nord-Ouest, qui vont comme ça explorer, avec le canot que je dessine, explorer des terres pour faire le commerce de fourrure, profiter de leur présence pour essayer de s'enrichir avec les fourrures et les échanges avec les Autochtones du Nord. Donc le Nord va être rapidement exploré grâce à cette compétition entre la compagnie de la baie d'Hudson et la compagnie du Nord-Ouest. Une grosse rivalité, mais grâce à cette rivalité, ils vont explorer toujours de plus en plus de terres pour faire de plus en plus de commerce et donc voyager jusqu'à l'Ouest canadien, jusqu'aux chaînes de montagnes canadiennes, dépasser Saskatchewan jusqu'en Alberta même. Malgré le fait qu'il y ait ces loyalistes, 40 000 loyalistes qui viennent dans la province of Québec s'établir, hein, et encore plus à l'extérieur, bien, il y a une grande augmentation de la population anglophone. Donc, on n'est plus à 1% d'anglophones, on monte à 15% de la population qui va être anglophone. Pourquoi seulement 15% alors qu'ils sont si nombreux à déménager? Bien parce que les Canadiens français vont faire énormément d'enfants. Une espèce de baby boom à l'époque que j'étais en train de dessiner. Ils vont, en moins de 30 ans, faire plus de 100 000 bébés nouveau-nés, ces Canadiens français. Donc même s'il y a beaucoup d'immigrants anglais, il y aura quand même sur le territoire beaucoup plus de francophones dû à la quantité de naissances. Hein. Il n'y a pas de nouvelle immigration, là. C'est simplement la quantité de familles qui grossit, des familles de 15 enfants, de 20 enfants qui vont faire en sorte qu'il y aura toujours davantage de Français que d'Anglais sur le territoire canadien. Pendant ce temps, aux États-Unis, on essaie de prendre l'expansion vers l'ouest. Hein. Dorénavant, avec la Révolution américaine, les États-Unis peuvent prendre ce territoire qu'ils recherchaient déjà depuis l'époque de la conquête. Donc, il faut que le Canada se dépêche de tracer ses nouvelles frontières. La guerre se termine en 1783, les États-Unis deviennent un pays, mais il y a la frontière commune avec la province of Québec. Donc, en 1791, pour délimiter où se terminent les États-Unis et où commence le Canada, ben, il y a une nouvelle frontière. Qui dit nouvelle frontière dit une nouvelle constitution. Et donc, c'est la constitution de l'acte constitutionnel 1791, troisième constitution, qui, cette fois-ci, oui, va délimiter un territoire au nord des Grands Lacs, autour du fleuve Saint-Laurent, mais aussi qui va permettre enfin, comme les Montrealers le demandaient à l'époque déjà de James Murray, une chambre d'assemblée. Donc, pour la première fois, il y aura des élections. J'ai fait une boîte ici avec un vote. Donc, la chambre d'assemblée, c'est ce qui termine le chapitre 3, va être créé. Il va y avoir les premières élections du peuple de l'histoire du Canada en 1791 grâce à cette nouvelle constitution qui trace les frontières entre les États-Unis et le Canada, Province of Quebec, mais aussi permet cette chambre d'assemblée d'avoir des élections, des représentants du peuple qui vont aller au Parlement proposer des lois au gouverneur.
Donc, c'est ce qui conclut le chapitre 3 en images en moins de 20 minutes. J'espère que cette démonstration visuelle vous aide à voir un peu tout ce qui a été traité dans le chapitre. La compagnie du Nord-Ouest et de la baie du Thon, à gauche de l'image avec le castor, expansion vers l'ouest. Il va y avoir une fusion entre ces deux entreprises qui se sont faites même la guerre pour obtenir le monopole du commerce de fourrure, qui vont fusionner finalement en 1821. On le verra au prochain chapitre. Sinon, c'est l'arrivée des loyalistes, l'arrivée des Montrealers qui va augmenter la population anglophone pour la première fois de la province de Québec du Canada à jusqu'à 15% anglophone. Et bien sûr, à cause du remboursement, les taxes, il y aura cette révolution aussi, cette décision douteuse par rapport au territoire, révolution des 13 colonies qui deviendra les États-Unis due à ces taxes pour rembourser la guerre de conquête et l'expansion vers l'ouest, qu'on verra au prochain chapitre. Voilà, j'espère que ça résume bien, que vous avez bien compris la matière, et sur ce, je vous dis à la prochaine. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure.